C'est aujourd'hui que l'on célèbre la journée mondiale de l'enfant, une journée de fraternité mondiale et de compréhension entre les enfants et d'activités favorisant le bien-être des enfants du monde entier. Le message du gouvernement dans cette édition. Une enveloppe budgétaire de 40 milliards de francs CFA, c'est la somme qu'il faudra pour la réhabilitation du centre hospitalier universitaire de Yopougon. La France a décidé d'apporter son appui à la Côte d'Ivoire. Un protocole d'accord a été signé hier. La sécurité sanitaire des aliments pour manger sûr, la Côte d'Ivoire en a fait la troisième priorité du programme national d'investissement agricole. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Le gouvernement ivoirien a enregistré hier un léger réaménagement technique. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reconduit le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à son poste chef du gouvernement, ministre de l'économie et des finances. Mais cette fois-ci, il ajouta à ce portefeuille le ministère du budget conformément à cette nouvelle configuration et sur proposition du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Kaba Nialé conserve son poste de ministre de l'économie et des finances et est nommé auprès du Premier ministre en charge du budget Abdourahmane Cissé. Abiba Dambélé Saoui. Communiqué de la présidence de la République. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, a procédé ce jour à un réaménagement du gouvernement, à la nomination du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, ainsi qu'à la nomination du chef d'état-major particulier du président de la République. Au titre de gouvernement, M. Daniel Kablan-Duncan est nommé Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget. Sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, Mme Nialé Kaba est nommée ministre auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances. M. Abdourahmane Cissé est nommé ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget. Au titre de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, M. René François Afin-Kwasi est nommé président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance avec rang de président d'institution de la République. Au titre de la présidence de la République, le général de brigade Vagondo Diomandé est nommé chef d'état-major particulier du président de la République en remplacement du général de corps d'armée Michel Gueux, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Fait à Abidjan le 19 novembre 2013. Je vous remercie. Ce communiqué a été enregistré par Abiba Dambélé et Saoui. Abdourahmane Cissé, nommé ministre du budget, est âgé de 32 ans, diplômé de l'École polytechnique de Paris, ingénieur en mathématiques appliquées, ingénieur de l'Institut français du pétrole, titulaire d'un master en pétrole de l'Université d'Oklahoma aux États-Unis d'Amérique. Il a été vice-président de la Banque d'investissement à Londres de juillet à décembre 2012, conseiller à la présidence de la République chargé des finances publiques. Depuis 2013, directeur de cabinet au ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Sa nomination confirme la volonté du président de la République Alassane Ouattara de faire la promotion de la jeunesse, du mérite et de l'excellence. Ce communiqué avant de poursuivre cette édition. Communiqué relatif au retour des exilés militaires et paramilitaires. Par communiqué en date du mardi 1er octobre 2013, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, lançait un dernier appel pour le retour des exilés militaires et paramilitaires avec pour délai de rigueur le 30 novembre 2013. Le président de la République rappelle que la date butoir du 30 novembre 2013 est maintenue et que passé ce délai, la désertion sera constatée
et les mesures réglementaires appliquées, notamment la radiation des effectifs des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale, de la police nationale et des forces paramilitaires. Fait à Abidjan le 19 novembre, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense. Le ministre d'État auprès du président de la République, superviseur de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans les régions de Gbeke, du Bélier, du district de Yamoussoukro est sur le terrain pour évaluer l'avancée des préparatifs de cette visite dans le Gbeke qui démarre le 25 novembre prochain au cours d'une réunion de la coordination. Le superviseur Jean-Noël Aoussou Kouadio s'est dit satisfait des préparatifs. Un reportage Kader Sogodogo. Les rencontres se multiplient à Bouaké, capitale de la région de Gbeke, à quelques jours de la visite d'État du président Alassane Ouattara. La coordination chargée de l'organisation, présidée par les ministres Paul Kofi Kofi et Nyamien Kona, ainsi que les présidents des commissions et les entreprises en charge des travaux, ont échangé. Présent à cette rencontre, le superviseur de la visite d'État dans les régions de Gbeke, du Bélier et le district de Yamoussoukro, le ministre d'État Jean-Noël Aoussou Kouadio, a salué l'union sacrée des cadres de la région de Gbeke pour faire du séjour du président de la République une réussite. J'ai pensé à De Gaulle lorsque il est rentré après la Deuxième Guerre mondiale à Paris. Il parlait de Paris martyrisé, Paris blessé, Paris meurtri, mais Paris debout. Je dirais aujourd'hui que je suis venu à Bouaké, j'ai vu Bouaké meurtri, Bouaké blessé, mais aujourd'hui je suis heureux de voir Bouaké réconcilié, Bouaké ensemble, Bouaké qui apprend à revivre. Regardez la lumière, je dirais Bouaké aujourd'hui, on peut parler de Bouaké, ville de lumière. Après les échanges, ce fut la visite de certains chantiers dans la ville de Bouaké. Le président Alassane Ouattara est attendu à Bouaké le lundi 25 novembre sous le coup de 15 heures. Sa visite d'État dans la région de Gbeke prendra fin le vendredi 29 novembre 2013. Et justement, à partir du 25 novembre, débute la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans la région de Gbeke. En attendant ce jour historique, l'heure à la mobilisation, les cadres, les élus et des ministres, dont le ministre d'État, Jean-Noël Aoussou Kouadio, exhorte les populations à une forte mobilisation afin que cette visite du président de la République dans la région de Gbeke soit un succès total. Kader Sogodogo. La région de Gbeke veut relever le défi de la mobilisation lors de la visite d'État du président de la République. Pour ce faire, les appels à la mobilisation se multiplient. Les cadres et les élus de la région donnent de la voix. J'ai saisi l'occasion de cette visite du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour inviter tous nos frères et sœurs vivant dans cette région du pays ou ayant un intérêt dans cette région, de se mobiliser comme un seul homme pour être présent. Ce jour, c'est un jour historique. Je voudrais profiter de l'occasion que vous m'offrez pour lancer un appel solennel, un vibrant appel pour que toutes les filles, tous les fils de notre région se mobilisent pour venir l'accueillir. Le président de la République nous rend visite, c'est une visite d'État et à cette occasion, il faut que tout le peuple de Gbeke se tienne comme un seul homme pour saluer, n'est-ce pas, le chef de l'État. Le ministre d'État, Jean-Noël Aoussou Kouadio, superviseur de la visite d'État du président de la République dans les régions de Gbeke, du Bélier et du district de Yamoussoukro, s'associe à cet élan de mobilisation. Je voulais inviter toutes les populations, les Bouaké-Foué, les Bouakéens, les Bouakéennes, les Gbeke-Krofoué, comme on le dit, toute la région du Gbeke, depuis Sakassou, Béoumi, Botro, Bouaké, eux tous de toutes les contrées, de tous les petits hameaux qui viennent, qui sortent nombreux, massivement pour accueillir le président de la République. Aujourd'hui, il est difficile de trouver une chambre d'hôtel disponible à Bouaké et dans les autres départements qui constituent la région de Gbeke. Tout porte donc à croire que le défi de la mobilisation est en train d'être gagné.
Et nous changeons de sujet. Des opérateurs économiques africains, européens et américains sont actuellement en Côte d'Ivoire pour une mission de prospection. Ils sont venus découvrir les potentialités, les grandes potentialités du pays pour venir y investir. Francis Boafo. Des échanges B2B entre opérateurs économiques européens et africains à Abidjan. C'est la première fois que le continent africain accueille cette convention d'affaires intercontinentale Africa-Europa. Abidjan a été choisi. Pourquoi? Parce que c'est le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Chacun veut faire affaire avec la Côte d'Ivoire. Les 3 précédentes éditions se sont déroulées en France. Pour l'exemple du premier Africa-Europa, 60% des entreprises qui étaient à l'Africa-Europa ont eu des relations d'affaires avec d'autres entreprises africaines. Et 25% ont traité des marchés. Ce qu'on espère, c'est qu'effectivement, en Côte d'Ivoire, il va y avoir entre ces entreprises européennes et ces entreprises ivoiriennes ou d'autres pays qui sont effectivement autour de la Côte d'Ivoire, qu'il y ait effectivement des relations d'affaires qui se fassent avec ces entreprises. 2 jours pour convaincre et explorer des opportunités d'affaires dans les pays africains. Des échanges B2B également entre des hommes d'affaires américains et ivoiriens dans les locaux de Côte d'Ivoire Tourisme. Ces opérateurs américains sont en mission de prospection économique à Abidjan. La situation est devenue plus transparente, la sécurité s'est améliorée et donc ça nous permet à nous, Américains, de pouvoir venir maintenant commencer à prospecter et voir ce qui peut être fait. Ces Américains interviennent dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, la gestion des ordures, l'énergie, les banques, le commerce, les infrastructures routières, la sécurité portuaire et aéroportuaire. Présente en Côte d'Ivoire dans le cadre de la première convention intercontinentale Afrique-Europe, la ministre du Commerce extérieur de la France, Nicole Bricq, a visité le 3e pont en construction de la ville d'Abidjan qui relie Cocody à Marcory. Regardez. À Abidjan, le ministre du Commerce extérieur français Nicole Bricq a visité les travaux du 3e pont. Un des défis majeurs que tient à relever l'État ivoirien après la sortie de crise. Cette visite guidée d'environ 40 minutes, la ministre l'a effectuée auprès des autorités françaises et ivoiriennes, dont l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Georges Serre, et Patrick Hachi, le ministre des Infrastructures économiques. Une visite qui a permis à la délégation française de s'apercevoir de la prouesse technique, humaine, financière et environnementale que représente la construction du pont Riviera-Marcory. Je suis venue participer à cette reconstruction. Ce chantier est assez emblématique parce qu'il permet non seulement de vanter l'excellence française, mais aussi tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la formation des travailleurs, le respect des normes, des standards européens, internationaux. C'est une belle illustration de public-privé, puisque nous sommes aux côtés de l'État ivoirien. La ministre a par ailleurs salué les efforts fournis par l'État de Côte d'Ivoire pour la construction de ce pont, dont le coût s'élève à 126 milliards de francs CFA. Ces travaux respectant les normes standards de la Banque mondiale en matière de sécurité et de respect de Reportage signé Sidoni Wakada Villa et Gabriel Zanilou Emmanuel. Deuxième grand titre de cette édition, une enveloppe budgétaire de 40 milliards de francs CFA. C'est la somme qu'il faudra pour la réhabilitation et la restructuration du centre hospitalier universitaire de Yopougon. La France a décidé d'apporter son appui à la Côte d'Ivoire pour ce projet. Une signature de protocole d'accord a donc eu lieu hier après-midi au cours d'une cérémonie dans les locaux du centre hospitalier universitaire de Yopougon pour lancer ce projet. Chantal Ouman à Kandan. 40 milliards de francs CFA, c'est le montant global qui va servir à rénover le centre hospitalier universitaire CHU de Yopougon. Un fonds qui sera octroyé en partie par les sociétés françaises, notamment les groupes Bouygues et CETAO, d'où la signature de ce protocole d'accord. C'est une manifestation concrète, opérationnelle, de ce que la France est en capacité de répondre à un besoin urgent qui est celui des autorités ivoiriennes, puisque c'est l'année de la santé
en Côte d'Ivoire, que ce soit un rendez-vous avec les besoins des populations. Ce partenariat est salué par l'État ivoirien à travers les ministères de la Santé et de la lutte contre le sida et celui de l'économie et des finances. Le soutien accordé par le groupement d'entreprises français va permettre de renforcer le système sanitaire ivoirien. C'est un financement qui est entièrement français, c'est par des prêts. Évidemment, avant que ce prêt entre en vigueur, il y a une part qu'on a appelé les travaux préliminaires, qui est financé donc pratiquement en moitié par la Côte d'Ivoire et par la France. Nous apportons 800 millions, la France apporte le complément, c'est 1,5 milliard pour pouvoir effectuer les travaux préliminaires. Et il nous appartient maintenant de travailler ensemble pour financer cet accord cadre et arriver aux différents accords qui vont permettre la prise en charge effective. Dans une structure sanitaire, l'urgence est un peu le miroir de l'hôpital. Et nous allons donc commencer par les urgences. Nous passons donc à la deuxième phase qui sera la phase même maintenant de la réhabilitation totale de l'hôpital. Donc ça va nous prendre pratiquement, je pense, entre deux ans peut-être, jusqu'en 2015, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a eu beaucoup de problèmes de maintenance ici, ça coule un peu de partout. Cette convention de signature rentre dans la droite ligne des objectifs de l'État ivoirien qui vise à améliorer la qualité des services de santé avec des équipements modernes pour le bien-être des populations. Dans le cadre de la lutte contre l'ulcère de Bururi en Côte d'Ivoire, la Fondation Meredith, en collaboration avec le Programme national de lutte contre l'ulcère de Bururi, offre un pavillon d'hospitalisation pour les enfants atteints de l'ulcère de Bururi, un don d'un bâtiment totalement équipé qui contribuera à la prise en charge d'hospitalisation des enfants touchés par cette maladie. Les enfants atteints de l'ulcère de Bururi peuvent désormais sourire. Un pavillon entièrement équipé pour leur hospitalisation est offert par la Fondation Meredith. Un acte pour contribuer efficacement au traitement de ce mal. Le pavillon des enfants va permettre d'accueillir plus d'enfants qui nécessitent des interventions réparatrices, dont beaucoup des séquelles de Bururi, mais qui restent ici passablement de temps, et ça leur permet d'être en communauté de leur âge et donc de fraterniser, surtout de s'entraider dans les moments difficiles qui sont avant et après opération, et aussi d'être scolarisés pendant leur hospitalisation. Un don qui donnera une nouvelle vie à ces enfants qui expriment bien leur satisfaction. Je suis content. Ils vont bien s'occuper de nous. C'est bon, ils vont bien s'occuper de nous. Ça cause ça, vous envoyez les jouets, on n'a qu'à s'amuser, on n'a qu'à jouer avec nos amis. Alors ce pavillon va permettre de pouvoir prendre en charge davantage d'enfants qui présentent des séquelles invalidantes. Et ces séquelles-là font que les enfants n'arrivent pas à suivre leur scolarité ou alors n'arrivent pas à apprendre des métiers, ce qui rend difficile leur réinsertion dans la société. L'ulcère de Bururi est une maladie invalidante. Elle touche particulièrement les membres supérieurs et inférieurs, mais peut s'étendre aussi à d'autres parties du corps. C'est aujourd'hui que l'on célèbre la journée mondiale de l'enfant, une journée de fraternité mondiale et de compréhension entre les enfants et d'activités favorisant le bien-être des enfants du monde entier. Voici le message du gouvernement avec Sidonie Wakadabila et Sylvie Touré. Placé sous le thème « Droit à l'expression et à la participation des enfants et des jeunes », la commémoration de la Journée mondiale de l'enfant, cette année met en exergue le droit pour les enfants d'être entendus et associés à la prise de décision à tous égards et en tout ce qui les concerne. En Côte d'Ivoire, le gouvernement accorde une place prépondérante à l'enfant pour son développement et son progrès social, moral, culturel et économique. Pour améliorer sa participation à la marche de la nation, le gouvernement a récemment adopté une série de mesures. La signature d'un arrêté portant création, organisation et fonctionnement du Parlement des enfants de Côte d'Ivoire, les actions en faveur de la promotion de l'accès des enfants à la justice à travers l'installation des cliniques juridiques, la mise en place d'un numéro vert enfants en détresse accessible au 116
24 heures sur 24. L'élaboration des manuels de procédure de prise en charge multisectorielle des enfants victimes d'abus, de violences et d'exploitation au niveau local. Malgré ces efforts, beaucoup reste à faire car les droits ne sont réels que lorsqu'ils sont appliqués, a souligné la ministre Anne Ouloto, qui par ailleurs salue l'effort des partenaires au développement. Le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Ouloto, à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfant, fait donc appel à l'engagement de tous pour l'épanouissement des enfants et pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Atiéguakro, chef-lieu du département dans le district autonome de Yamoussoukro, a abrité la 9e édition du prix des meilleurs élèves, enseignants et population. Prix initié par Charles Pémon, écrivain Edith Thérèse Tapeyoboué. Atiéguakro fait partie des localités qui recevront le chef de l'État à l'occasion de sa prochaine visite dans la région du Bélier et du district de Yamoussoukro. Avant cette visite, le directeur général du BNET a procédé à une visite de terrain à Atiéguakro pour le suivi des travaux d'infrastructure économique initiés par le programme présidentiel d'urgence. Une occasion pour Akakra Kofi pour inviter les populations à sortir massivement pour réserver un accueil mémorable au chef de l'État à Atiéguakro. Après cela, dans le cadre de la 9e édition du prix Charles Pémon, une centaine d'élèves enseignants ont été distingués dans la localité. Ce prix est initié depuis 2005. Pour l'initiateur, ce prix s'inscrit dans la vision des Nations Unies en matière d'éducation, c'est-à-dire des enseignants de qualité pour une éducation de qualité. Grâce à la saine émulation que suscite ce prix, le collège moderne d'Atiéguakro est classé 3e de toute la direction régionale au vu des résultats du BPC l'année dernière. Tous les intervenants à cette cérémonie ont félicité et salué l'initiateur du prix pour ses actions de développement du canton Nananfoué, dont Atiéguakro est le chef-lieu. La RTI vient d'acquérir une quarantaine de véhicules neufs. Cette acquisition vient renforcer le parc auto de la RTI, devenu très vieillissant. Venance Herman Niamière. Remise symbolique de clés de véhicules par le président du conseil d'administration de la RTI au directeur général adjoint qui à son tour les remet au directeur des moyens généraux. La RTI vient ainsi de faire un bond qualitatif dans le renforcement de son parc auto. Cet échantillon des 44 véhicules acquis sur fonds propres fait économiser à la RTI 250 millions de francs CFA pour la location des véhicules, surtout pour les grandes missions. C'est le fruit des efforts des agents qui permet à la RTI aujourd'hui de pouvoir accueillir tous ces matériels. Je vais citer quelques-uns de ces efforts pour montrer que par nos propres ressources, ce que j'avais dit vraiment qui était important, on est capable de faire beaucoup de choses. Nous avons la chance d'avoir, de par notre métier, une bonne relation avec notre tutelle et avec les autorités. Mais comme vous le savez, il y a beaucoup à faire pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc il faut aussi que chacun regarde, et plus particulièrement la RTI, ce que nous sommes capables de faire par nous-mêmes, par nos propres efforts. Autre bon point, l'acquisition de ce cadre de production. Il va permettre de couvrir les grands événements avec beaucoup plus de sérénité et d'aisance. Ce cas est équipé de 6 caméras et de régie et dispose également d'un groupe électrogène pour assurer son autonomie. La remise des véhicules a été aussi l'occasion pour le directeur général de la RTI d'inviter ses collaborateurs à plus d'abnégation au travail. Tout ce que je vous ai promis, nous sommes en train de vous le donner. Donc de la même manière, je mettrai la pression à chacun d'entre vous. Parce que si moi j'atteins mes objectifs, vous devez atteindre les vôtres aussi. Donc vraiment, c'est vraiment le sens un peu de tout ce qu'on fait. On est capable de faire beaucoup de choses par nous-mêmes. Je crois qu'il faut vraiment que la RTI, on retrouve toute notre confiance, toute notre sérénité. Avec l'acquisition des moyens de production et de locomotion, la RTI prépare activement la concurrence avec la libéralisation de l'espace audiovisuel annoncée pour bientôt. Rendons-nous maintenant au Congo où les autorités du pays ont suspendu 3 journaux pour non-respect de la déontologie. Regardez. Inutile de les chercher avec insistance parmi les journaux actuellement en vente à Brazzaville. Le Glaive, La Voix du Peuple et Ciel Piment sont absents des kiosques. Le Conseil supérieur de la liberté de communication a suspendu les 3 hebdomadaires indépendants pour une durée de 9 mois. L'organe de régulation des médias au Congo reproche à ces journaux privés la violation de la charte des professionnels de l'information et de la communication, le code de déontologie en vigueur dans le pays.
leurs informations ne sont qu'un ramassis de ragots de rue. C'est pourquoi ces journaux, je les traite souvent de journaux de caniveaux. Ils font du journalisme de caniveau. Voilà comment je les traite. Et c'est pratiquement une forme de terrorisme qu'ils utilisent, qu'ils pratiquent à travers leurs écrits. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. L'interdiction de parution pendant 9 mois est la sanction la plus lourde que le Conseil supérieur de la liberté de communication puisse infliger à un organe de presse au Congo. Mais cette mesure ne semble pas perturber les patrons des 3 journaux suspendus. Ils accusent le gouvernement congolais de vouloir simplement les empêcher d'énoncer les travers du régime du président Sassou Nguesso. Le Conseil supérieur de la liberté de communication, bien qu'organe institutionnel, est un organe aux ordres. Ça, il faut qu'on se le dise. Donc je pense que la décision de suspendre le journal La Voix du Peuple est une décision qui est venue en haut lieu à cause de notre liberté de ton. Le reste, ce sont des faux fuyants. De nombreux habitants de Brazzaville apprécient La Voix du Peuple, Le Glaive et Ciel Piment. Avant leur suspension, les 3 journaux dénonçaient dans leur dernier numéro la volonté du chef de l'État de préparer en douce sa succession à la tête du Congo. Ils évoquaient aussi la dégradation des relations entre le président Sassou Nguesso et la franc-maçonnerie. Revenons en Côte d'Ivoire pour parler d'autre chose. Après l'opération de déguerpissement de la forêt classée de Niégré dans le département de Sassandra, le gouvernement ivoirien va procéder au déguerpissement des populations des forêts classées des localités de Djitri, Fresco et Grand-Laou. Pour cela, les populations ont eu une séance de travail avec les responsables de la SODEFOR, nous dit Thérèse Tapeyoboué. Des opérations de déguerpissement seront bientôt menées dans les forêts classées de Dogoudou, Port-Gautier et Gobodienou, dans les régions de Guitry, Fresco et Grand-Laou. Ces opérations font suite à celles initiées dans la forêt classée de Niégré, dans le département de Sassandra. Pour le bon déroulement de l'opération, les responsables de la SODEFOR ont rencontré les populations de ces localités. Ils ont invité ceux qui sont installés illégalement dans ces forêts classées de les libérer avant le début de l'opération de déguerpissement. Le constat est qu'aujourd'hui, si on ne fait rien, la Côte d'Ivoire risque de plus être un pays forestier. Il faut bien qu'on comprenne cela. Si la Côte d'Ivoire n'est plus un pays forestier, ça veut dire qu'on n'a plus les conditions de continuer à produire les cultures d'Iran. Si à Fresco et Grand-Laou, les populations reconnaissent leur illégalité dans les forêts classées de Port-Gautier et de Gobodienou. Par contre, celles de Guitry affirment que la forêt de Dogoudou est déclassée et ne se sentent pas concernées par cette opération de déguerpissement. Pour l'heure, les responsables de la SODEFOR affirment que l'opération de déguerpissement des forêts classées de Côte d'Ivoire va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. C'est une décision du gouvernement ivoirien. La sécurité sanitaire des aliments pour manger est sûre. La Côte d'Ivoire en a fait la 3e priorité du programme national d'investissement agricole. Les acteurs des filières du vivrier responsables du ministère, l'Union européenne, se sont retrouvés pour renforcer les connaissances des acteurs sur la question en présence des responsables du FIECA. Noël Nyagno. Les vivriers, à l'origine, produits de l'agriculture de subsistance. L'urbanisation et les habitudes alimentaires des citadins en ont fait des produits de grande consommation. Mais les producteurs n'ont pas évolué avec ce nouveau statut. Pire, la mise à marché de ces produits de grande consommation menace la santé des populations pour les possibles toxicités durant le processus de mise à marché. Les aliments sont source de contamination. Par exemple, vous prenez des aliments qu'on doit manger et vous les transportez dans un camion qui a transporté des produits chimiques. Là, vous créez une source de contamination. Vous les stockez ensemble avec des produits qui sont des produits toxiques. Vous créez des sources de contamination. Vous les emballez avec des emballages qui ne sont pas propres. Vous créez des sources de contamination. Vous les cuisinez dans un environnement qui est contaminé. Vous créez des sources de contamination. Assurer la sécurité sanitaire des aliments. Le gouvernement ivoirien, à travers le PNIA, Programme national d'investissement agricole, en a fait la 3e priorité après la production agricole en quantité et en qualité, l'aisance des producteurs, 60% du fruit de leur labeur. La raison est toute simple. Se nourrir pour être en bonne santé et prospérer.
parce qu'il n'y a que des richesses que les ressources humaines. Depuis 2012, avec l'assistance de l'Union européenne, une action de sensibilisation et d'information est entreprise. Un an après, les principaux acteurs se sont retrouvés pour faire l'évaluation des actions entreprises, renforcer les capacités des acteurs. Ceux-ci ont formulé entre-temps une doléance, une piste de solution sur la sécurisation sanitaire des aliments à travers la lutte contre la fraude des produits phytosanitaires. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.